L'air glacial du matin mordait la peau, mais le froid qui transperçait l'âme était bien plus intense. Une larme solitaire coula, chaude et amère, traçant un chemin éphémère sur la joue pâle avant de se perdre dans l'immensité du silence. La porte se referma d'un clic doux, presque inaudible, mais le son résonna comme un coup de tonnerre dans la poitrine. Un adieu sans mots, un abandon sans explication. La silhouette solitaire, recroquevillée sur le seuil, observa l'autre silhouette s'éloigner, diminuant jusqu'à disparaître complètement dans la brume de l'aube. Il n'y eut ni cri, ni supplication. Seulement le vide, dense et lourd, qui s'installa à la place d'un futur qui semblait si certain. Les jours s'étirèrent, se transformant en semaines, puis en mois, chacun d'eux une preuve silencieuse du temps qui passe et de la profondeur de la blessure. Le miroir reflétait une image qu'elle reconnaissait à peine. Des yeux autrefois vibrants, maintenant opaques, chargés d'une tristesse qui semblait s'être enracinée. La vie, autrefois colorée et pleine de promesses, s'était teintée d'un gris monotone, où chaque respiration était un effort, chaque aube, un rappel de l'absence. La maison, autrefois un foyer vibrant, devint un sanctuaire de souvenirs douloureux, chaque objet, chaque recoin, un écho de rires et de projets qui ne se concrétiseraient jamais. Elle se déplaçait entre les pièces comme un fantôme, sa présence presque aussi éthérée que le bonheur qui y avait un jour habité. La douleur n'était pas un cri, mais un murmure constant, une mélodie triste qui berçait ses pensées, l'empêchant de trouver le moindre vestige de paix. L'humiliation n'était pas dans les mots prononcés, mais dans le silence assourdissant qui suivit, dans l'absence d'explication, dans la lâcheté d'un adieu qui ne fut jamais prononcé. Des années passèrent, et avec elles, la douleur brute fit place à une cicatrice profonde, mais toujours sensible au toucher. Clara Dubois, maintenant dans la trentaine, portait l'élégance discrète de celle qui a appris à dissimuler la mélancolie sous une couche de résilience. Ses cheveux châtains, autrefois lâches et insouciants, étaient toujours attachés en un chignon impeccable, et ses vêtements, bien que simples, exhalaient une sobriété qui contrastait avec la vivacité de sa jeunesse. Elle était devenue une architecte renommée, avec son propre cabinet au cœur de Paris, un refuge de lignes droites et de projets complexes qui remplissaient chaque minute de son existence. L'architecture était son évasion, sa thérapie, le seul endroit où le chaos interne pouvait être organisé en formes harmonieuses et fonctionnelles. Chaque trait sur la planche à dessin, chaque calcul structurel, était un acte de contrôle, une tentative d'imposer de l'ordre à un monde qu'il avait un jour complètement désordonné. Son bureau, un espace minimaliste avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville, était la scène de sa nouvelle vie. Là, elle se consacrait avec une intensité presque obsessionnelle à ses projets, cherchant la perfection dans chaque détail. L'équipe la respectait, mais maintenait une distance prudente, percevant la barrière invisible que Clara avait érigée autour d'elle. Elle était juste, exigeante et, surtout, professionnelle. Personne n'osait remettre en question ses décisions ou son éthique de travail. Cependant, derrière la façade de compétences inébranlables, résidait une femme qui s'était fermée à l'amour, à la spontanéité, à tout ce qui pouvait menacer la fragile paix qu'elle avait construite. La peur de revivre la douleur de l'abandon était un mur infranchissable, et elle préférait la solitude contrôlée à l'incertitude d'une nouvelle relation. Par un après-midi pluvieux, alors qu'elle révisait les plans d'un nouveau projet de luxe, le téléphone sonna. C'était sa secrétaire, la voix hésitante. « Docteur Clara Dubois, Monsieur Antoine Leclerc est ici. Il a dit qu'il avait une affaire urgente et personnelle à traiter avec vous. » Le nom Antoine fit frissonner Clara. Un nom qu'elle avait essayé d'effacer de sa mémoire, un fantôme d'un passé qu'elle croyait avoir enterré. Son cœur, qui battait depuis des années à un rythme constant et contrôlé, s'accéléra soudainement, un battement désynchronisé qui résonna dans ses oreilles. Le stylo dans sa main glissa, tachant légèrement le plan qu'elle révisait. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, essayant de recomposer le masque d'indifférence qu'elle portait si bien. L'urgence dans la voix de la secrétaire, la mention de « personnel », tout indiquait que le passé, qu'elle s'était tant efforcée de tenir à distance, frappait à sa porte. Et elle savait, avec une certitude glaciale, que sa vie était sur le point de changer à nouveau, d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Clara sentit le poids de ce nom, Antoine, comme une encre jetée dans une mer agitée de souvenirs. Chaque fibre de son être criait qu'elle refuse, qu'elle demande à sa secrétaire de dire qu'elle était occupée, en réunion, hors du pays, n'importe quelle excuse qui la libérerait de cette confrontation.
Mais une partie d'elle, celle qui gardait encore la curiosité blessée, le besoin de comprendre pourquoi, l'empêchait de fuir. Elle respira profondément, l'air semblant dense et lourd dans ses poumons. « Vous pouvez le faire entrer, Bruna, dit-elle, sa voix sonnant plus ferme qu'elle ne se sentait réellement. Le son de sa propre voix la surprit, une mélodie contrôlée qui cachait le tumulte intérieur. Elle ajusta sa posture sur la chaise en cuir, les mains jointes sur la table, une barrière inconsciente contre l'invasion imminente. Ses yeux se fixèrent sur la porte, attendant, appréhensive, l'homme qui avait brisé son monde des années auparavant. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde une éternité, tandis qu'elle se préparait à la tempête qu'elle savait venir. La porte s'ouvrit lentement, et Antoine entra. Il n'était plus le jeune homme au sourire facile et au regard passionné qu'elle avait connu. Les années avaient sculpté des lignes sur son visage, et ses yeux, autrefois pleins d'un éclat juvénile, portaient maintenant une ombre de fatigue et peut-être, de regret. Il portait un costume bien coupé, mais l'élégance ne parvenait pas à cacher la tension dans ses épaules. Ses yeux rencontrèrent les siens, et un instant, le temps s'arrêta. Un silence lourd remplit la pièce, chargé de souvenirs non dits, de promesses brisées et d'une douleur qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Clara sentit un nœud dans la gorge, un mélange de colère, de tristesse et une pointe de quelque chose qu'elle refusait de nommer. Il fit un pas en avant, les mains dans les poches, comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Clara » commença-t-il, la voix rauque, presque un murmure. Elle ne répondit pas, se contentant de l'observer, son expression impassible, un bouclier contre toute émotion qui pourrait la trahir. Antoine s'éclaircit la gorge, brisant le silence oppressant. « Je sais que vous ne voulez pas me voir, et je comprends. Mais je dois vous parler. C'est à propos de votre mère. » La mention de sa mère, Madame Lucie Dubois, fit vaciller le bouclier de Clara un instant. Sa mère, une femme douce et résiliente, qui l'avait toujours soutenue, même dans les moments les plus sombres. Clara haussa un sourcil, un geste qui dénotait scepticisme et méfiance. « Qu'est-ce que ma mère a à voir avec vous, Antoine ? Et pourquoi avez-vous attendu toutes ces années pour apparaître ?» Sa voix était froide, coupante, chaque mot une lame affûtée. Antoine détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je sais que je vous ai déçue, Clara. Et Madame Lucie aussi. Mais les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. J'ai besoin de votre aide. Elle est malade. Très malade. » La nouvelle frappa Clara comme un coup. Malade ? Sa mère avait toujours été un roc, la personnification de la santé et de la vitalité. Une vague de panique commença à se former dans sa poitrine, mêlée à la colère croissante de la façon dont Antoine lui livrait l'information. La colère de Clara explosa, une fureur contenue pendant des années. « Malade ? Et vous ne venez me chercher que maintenant ? Après des années de silence, de m'avoir abandonné sans un mot, vous apparaissez avec cette histoire ? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous ? Où étiez-vous quand ma mère avait besoin de vous ?» Elle se leva brusquement, les mains appuyées sur la table, le regard fixé sur Antoine, qui recula d'un pas. « Vous n'avez pas le droit d'apparaître ici et de m'apporter de telles nouvelles. Vous avez perdu ce droit le jour où vous m'avez tourné le dos, à moi et à tout ce que nous avions. » Les mots sortirent avec une intensité qui la surprit, révélant la profondeur de la rancœur qu'elle portait encore. Antoine tenta de s'approcher, mais elle leva la main, un geste de répulsion. « Ne vous approchez pas, dites-moi simplement ce qui arrive à ma mère, et ensuite partez. Pour toujours. » La douleur dans sa voix était palpable, mais elle refusait de montrer la moindre faiblesse. Antoine, la voix étranglée, commença à expliquer. Elle souffre d'une maladie dégénérative rare. Les médecins ont dit que le traitement est expérimental et très coûteux. J'ai tout essayé, Clara. J'ai vendu ce que j'avais, mais ce n'est pas suffisant. Elle a besoin d'une chirurgie urgente, et seul vous, avec votre influence et vos contacts, pouvez obtenir ce dont nous avons besoin. » Il semblait sincèrement désespéré, et la sincérité dans ses yeux, bien que tardive, était difficile à ignorer. Clara sentit un frisson. Sa mère, la femme qui l'avait élevée avec tant d'amour et de sacrifice, était en danger. Et l'homme qui l'avait abandonnée était là, demandant de l'aide, utilisant la maladie de sa mère comme un lien inattendu. L'ironie était cruelle, la situation, insupportable. Elle se rassit, la tête tournant,
essayant de traiter l'avalanche d'informations et d'émotions. L'humiliation de devoir dépendre de lui pour avoir des nouvelles de sa propre mère, la douleur de le voir là, la colère pour son passé, et maintenant, la peur accablante pour la vie de Madame Lucie. Le silence revint, mais cette fois, c'était un silence chargé d'une nouvelle urgence. Clara regarda Antoine, les yeux embués, mais sans laisser tomber une seule larme. Vous êtes en train de me dire que la vie de ma mère dépend de moi? Et que vous, après tout, me demandez de la sauver. L'incrédulité et la douleur se mêlaient dans sa voix. Antoine hocha lentement la tête, les yeux fixés sur les siens, implorant. Je sais que c'est une demande absurde, Clara. Je ne mérite rien de vous. Mais Madame Lucie, elle vous a toujours tant aimé. S'il vous plaît, pensez à elle. Ces mots, bien que chargés de culpabilité, touchèrent un point sensible. L'amour pour sa mère était la seule chose qui la maintenait debout. L'idée de la perdre, d'autant plus à cause d'une maladie dont elle ignorait l'existence, était insupportable. Clara sentit le poids du monde sur ses épaules. La décision qu'elle aurait à prendre ne concernait pas seulement sa mère, mais le pardon, le passé, et l'avenir qu'elle avait essayé de construire seule. L'accroche émotionnelle était brutale. La vie de sa mère entre ses mains, et le fantôme de son passé, Antoine, comme le messager de cette terrible nouvelle. La nouvelle de la maladie de Madame Lucie résonna dans l'esprit de Clara, faisant écho à chaque pensée, étouffant toute autre émotion. La colère envers Antoine, bien que toujours présente, fut momentanément éclipsée par une peur accablante. Sa mère, la femme qui avait été son refuge, son roc inébranlable, était en danger. Son image, toujours forte et souriante, contrastait brutalement avec la fragilité qu'Antoine avait décrite. Clara sentit un pincement au ventre, une sensation de détresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis son départ. Elle regarda Antoine, non plus avec fureur, mais avec un mélange de désespoir et une pointe de ressentiment qu'il ait apporté cette cruelle réalité à sa porte. « Je dois voir ma mère, » dit-elle, la voix étranglée, reconnaissant à peine son propre ton. La priorité était maintenant claire, et la douleur personnelle devrait attendre. Antoine, percevant le changement dans son regard, sentit un filet d'espoir. Elle est hospitalisée à l'hôpital Sainte-Claire, en province. Je peux vous y emmener. Elle sera si heureuse de vous voir. La mention de l'hôpital en province apporta une nouvelle vague de souvenirs. C'était la ville où Clara et Antoine avaient grandi, où leurs rêves avaient été tissés puis brisés. L'idée de retourner à cet endroit, avec lui, dans de telles circonstances, était presque insupportable. Mais l'image de sa mère, seule et malade, était plus forte que toute aversion. Clara hocha la tête, un geste minime, mais chargé de résignation. « Donnez-moi l'adresse. J'irai seule. » Elle ne voulait pas de sa compagnie, ne voulait pas revivre l'intimité forcée d'un voyage. Antoine hésita, mais perçut la détermination dans ses yeux. « D'accord. Mais s'il vous plaît, Clara, soyez rapide. Le temps est crucial. » Il lui tendit un papier avec l'adresse et le nom du médecin responsable, et Clara le prit sans le regarder, les doigts tremblant légèrement. Sur le chemin de la province, la voiture de Clara traversait un paysage de plus en plus familier, et chaque virage de la route apportait avec lui un tourbillon de souvenirs. Les arbres, les champs, les petites maisons au bord de la route. Tout semblait conspirer pour raviver un passé qu'elle s'était tant efforcée d'enterrer. Elle se souvenait des promenades en voiture avec Antoine, des rires, des projets murmurés au vent. Maintenant, le silence était son seul compagnon, lourd et oppressant. Le paysage, autrefois un décor de bonheur, semblait maintenant un miroir de sa propre mélancolie. Elle essayait de se concentrer sur la route, sur l'urgence d'atteindre sa mère, mais son esprit insistait pour divaguer, revisitant chaque détail de cet abandon. L'humiliation d'avoir été laissée, non par une dispute, mais par un silence lâche, sans une seule explication, sans un adieu. La douleur de devoir reconstruire sa vie à partir de zéro, seule, le cœur en morceaux. En arrivant à l'hôpital, l'odeur d'antiseptique et l'atmosphère d'appréhension l'enveloppèrent. Le couloir était long et silencieux, et chaque pas de Clara résonnait dans ses oreilles, amplifiant l'anxiété. Elle trouva sa mère dans une chambre simple, la peau pâle, les yeux fermés. Madame Lucie semblait fragile, plus petite que Clara ne s'en souvenait, et une pointe aiguë de douleur transperça sa poitrine. Elle s'approcha du lit, le cœur serré,
et toucha la main ridée de sa mère. La peau était froide. « Maman » murmura-t-elle, la voix étranglée. Les yeux de madame Lucie s'ouvrirent lentement, et un faible sourire illumina son visage en voyant sa fille. « Ma Clara, tu es venue. » Sa voix était un filet, mais l'amour dans ses yeux était indubitable. Clara sentit les larmes monter, mais les retint, se promettant d'être forte pour sa mère. La conversation avec le médecin fut un choc de réalité. Le docteur Alain Mercier, un homme d'âge moyen au regard fatigué, expliqua la gravité de la maladie dégénérative, une condition rare qui affectait le système nerveux central. Le traitement est expérimental, docteur Clara Dubois. Il implique une chirurgie complexe et un médicament très coûteux qui doit être importé. Il n'y a aucune garantie de succès, mais c'est la seule chance. Il parla des risques, des coûts exorbitants, de la bureaucratie pour obtenir l'approbation et l'importation. Clara écoutait, chaque mot un coup, sentant le poids de la responsabilité l'écraser. Le montant était astronomique, bien au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre seule, même avec son succès professionnel. L'humiliation de devoir recourir à Antoine, ou à toute autre personne, pour sauver sa mère, était un lourd fardeau. Elle se sentit impuissante, une sensation qu'elle détestait. En sortant de la chambre de sa mère, Clara trouva Antoine qui l'attendait dans le couloir. Il se leva, le visage marqué par l'inquiétude. « Et alors ? Qu'a dit le médecin ?» Clara le fixa, la colère et le désespoir se mêlant dans ses yeux. « Il a dit que c'est grave. Et que le traitement est très cher. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous saviez que je ne pourrais pas payer seule, et c'est pour ça que vous êtes venu me chercher. » L'accusation était implicite, et Antoine ne put détourner le regard. « J'ai essayé, Clara. Je le jure. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai plus rien. » Sa confession, bien que sincère, n'allégea pas la douleur de Clara. Au contraire, elle approfondit le sentiment d'être manipulée, ramenée à un passé qu'elle voulait oublier. Elle sentit un nœud dans la gorge, l'humiliation de devoir dépendre de lui, de devoir revivre cette connexion forcée. L'accroche émotionnelle était la nécessité urgente d'agir, mais la barrière de son orgueil et la présence d'Antoine rendaient chaque pas une torture. La nuit tomba sur la petite ville de province, et avec elle, un sentiment de désolation encore plus grand pour Clara. Elle refusa de séjourner dans le même hôtel qu'Antoine, optant pour une simple auberge, où le silence était son seul refuge. Cependant, le silence n'apportait pas la paix, il amplifiait seulement le tourbillon de pensées. L'image de sa mère fragile, les mots du médecin sur l'urgence et le coût, et la présence inconfortable d'Antoine, tout se mélangeait dans une cacophonie mentale. Elle se sentait piégée, sans issue. L'idée de devoir dépendre d'Antoine, l'homme qui l'avait si profondément blessée, pour sauver sa mère, était une humiliation qui brûlait dans sa poitrine. L'ironie cruelle de la situation l'étouffait. Elle, l'architecte à succès, habituée à résoudre des problèmes complexes avec sa propre intelligence et ses efforts, se retrouvait maintenant à un carrefour où son orgueil et sa douleur entraient en collision avec l'amour inconditionnel pour sa mère. Le lendemain matin, Clara retourna à l'hôpital, déterminée à trouver une solution. Elle passa des heures à faire des recherches, à passer des appels, à consulter des contacts à Paris, mais la réponse était toujours la même. La maladie était rare, le traitement expérimental, et le coût, prohibitif pour la plupart. Les portes se fermaient une à une, et à chaque non, l'espoir diminuait, et la frustration augmentait. Elle sentait le poids de l'impuissance, une sensation qu'elle détestait. Le système de santé semblait un mur infranchissable, et la bureaucratie, un labyrinthe sans fin. Dans un moment de désespoir, elle se retrouva assise sur un banc dans le couloir de l'hôpital, le visage entre les mains, les larmes coulant enfin, chaudes et incontrôlables. C'était la première fois depuis des années qu'elle se permettait de pleurer de cette façon, sans barrière, sans le masque de la force. La douleur était accablante, le sentiment d'échec, insupportable. Antoine la trouva là, les yeux rouges et gonflés. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je sais que c'est difficile, Clara. J'essaie aussi de tout faire. Mais je ne peux plus penser à rien d'autre. » Sa voix était douce, chargée d'une empathie que Clara n'attendait pas. Elle leva la tête, le regard fixé sur un point lointain. « Il n'y a rien que je puisse faire, Antoine. L'argent,
c'est trop. Et le temps presse. La confession de sa propre vulnérabilité était amère. Antoine hésita, puis sortit une enveloppe de sa poche. J'ai une proposition. Une qui peut nous aider. Je sais que vous me détesterez encore plus pour ça, mais c'est la seule façon que je vois. Clara le regarda avec méfiance, le cœur serré. Que pouvait-il demander de plus? Que devrait-elle sacrifier de plus? Antoine expliqua, la voix basse et hésitante. Mon père, avant de décéder, a laissé un héritage considérable. Mais il y a une condition. Pour que je puisse y avoir accès, je dois être mariée. Et ce n'est pas n'importe quel mariage. Ce doit être un vrai mariage, avec une personne en qui il avait confiance. Il vous a toujours aimé, Clara. Il a toujours dit que vous étiez la bonne femme pour moi. Ces mots tombèrent comme une bombe. Mariage? Avec lui? L'idée était absurde, révoltante. Clara sentit le sang se glacer dans ses veines. L'humiliation de devoir se soumettre à une telle farce, de devoir s'unir à l'homme qui l'avait abandonnée, était inimaginable. Vous êtes fou, Antoine? Je ne ferai jamais ça. Jamais. Sa voix était un murmure furieux, chargé de répulsion. Antoine la fixa, les yeux implorants. Je sais que c'est une demande insensée, Clara. Mais c'est la seule façon. Avec cet héritage, nous pouvons payer le traitement de votre mère, et nous aurons encore assez pour assurer sa guérison. Je ne vous demande pas de m'aimer, ni d'oublier le passé. Je vous demande de considérer cela pour votre mère. Pour sa vie. Il tendit l'enveloppe, qui contenait les documents de l'héritage et la clause du mariage. Clara prit l'enveloppe, les mains tremblantes, les yeux fixés sur les mots qui scelleraient son destin. La douleur dans sa poitrine était presque physique, un mélange de colère, de désespoir et un profond sentiment d'injustice. Elle était forcée à un choix impossible, entre son orgueil et la vie de sa mère. Clara se leva brusquement, l'enveloppe froissée dans ses mains. « Je dois réfléchir, » dit-elle, la voix étranglée. « je ne peux pas simplement accepter ça. » Elle s'éloigna, laissant Antoine seul dans le couloir, le poids de la proposition planant dans l'air. Son esprit était en plein tourbillon. Épouser Antoine, même si ce n'était qu'un contrat, signifiait revivre le passé, ouvrir les blessures qu'elle s'était tant efforcée de refermer. Cela signifiait livrer une partie d'elle-même qu'elle avait juré de ne plus jamais donner à personne. Mais l'image de sa mère, luttant pour sa vie, était un cri silencieux qui résonnait dans son âme. La décision était agonisante, et l'accroche émotionnelle était la certitude que, quel que soit son choix, elle serait forcée d'affronter l'homme qui l'avait brisée, et elle-même, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Clara passa la nuit blanche, l'esprit dans un tourbillon incessant. La proposition d'Antoine était un poison déguisé en antidote. L'épouser signifiait déchirer les cicatrices qu'elle avait mis des années à former, revivre la douleur d'un passé qu'elle s'était tant efforcée d'oublier. Mais l'image de sa mère, pâle et fragile sur son lit d'hôpital, était un cri silencieux qui résonnait dans son âme, plus fort que tout orgueil blessé. Elle se retrouva face à un dilemme cruel, où la seule issue semblait être la plus douloureuse. Le soleil commença à se lever à l'horizon, peignant le ciel de tons orange et rose, mais pour Clara, le monde restait gris. La décision ne la concernait pas, mais concernait la vie de Madame Lucie. Et pour sa mère, elle ferait n'importe quoi, même l'impensable. Le cœur lourd et l'âme en morceaux, Clara retourna à l'hôpital le lendemain matin. Elle trouva Antoine dans le même couloir, l'expression anxieuse, attendant sa réponse. Elle le fixa, les yeux embués, mais sans laisser tomber une seule larme. « J'accepte, » dit-elle, la voix presque inaudible, chargée d'une résignation amère. « Mais que ce soit clair, Antoine, c'est un contrat. Un accord pour sauver la vie de ma mère. Il n'y a pas d'amour, pas de pardon, pas d'avenir pour nous. Dès qu'elle ira mieux, tout cela prendra fin. » Les mots sortirent comme des lames, coupant l'air entre eux. Antoine hocha lentement la tête, la tristesse dans ses yeux confirmant qu'il comprenait la gravité de la condition. « Je sais, Clara. Je n'attends rien de plus. Juste la chance d'aider Madame Lucie. » La formalité de l'accord, l'absence de toute chaleur, était un rappel constant de la distance infranchissable entre eux. Les jours suivants furent une course contre la montre. Clara et Antoine, maintenant unis par un but amer,
commencèrent les préparatifs du mariage et de l'accès à l'héritage. La bureaucratie était épuisante, chaque document, chaque signature, un rappel de la farce qu'il vivait. Il devait présenter des preuves d'une relation authentique aux avocats du père d'Antoine, ce qui signifiait simuler une intimité qui n'existait pas, dîner forcé, conversation superficielle, sourires répétés pour des photos qui seraient utilisées comme preuve. Chaque interaction était une torture pour Clara, qui sentait l'humiliation ronger sa dignité. Elle se voyait jouer dans une pièce, où le rôle de la fiancée amoureuse était le plus difficile qu'elle ait jamais interprété. La douleur de devoir feindre l'amour pour un homme qui l'avait abandonnée était atroce, une trahison envers elle-même. La nouvelle du mariage se répandit rapidement dans la petite ville, et les regards curieux et les murmures malveillants commencèrent à apparaître. Clara, qui avait toujours valorisé sa vie privée et sa réputation, se sentait exposée, jugée. Les gens se demandaient comment elle avait pu retourner avec Antoine après tout. Elle entendait des commentaires voilés sur son « retour en force » ou sur la façon dont l'amour triomphe toujours, et chaque mot était un coup. Personne ne connaissait la vérité derrière cet accord, personne ne comprenait le sacrifice qu'elle faisait. L'humiliation publique était un fardeau supplémentaire, un poids qu'elle portait seule, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir expliquer. Elle se sentait comme une marionnette, dont les fils étaient tirés par les circonstances et le passé. Le mariage fut une cérémonie petite et discrète, célébrée à la mairie de la ville. Clara portait une robe simple, blanche, mais sans aucun éclat. Ses yeux, bien que secs, portaient la tristesse de 1000 nuits. Aux côtés d'Antoine, elle échangea les alliances, sentant le métal froid à son doigt comme une entrave. Les mots du juge de paix, « Je vous déclare mari et femme », sonnèrent vides, dépourvus de toute signification réelle. Il n'y eut pas de baiser, juste une poignée de main formelle, un sceau pour le contrat qui les unissait. Ce moment, qui aurait dû être de joie et de célébration, était pour Clara le summum de son humiliation, la preuve qu'elle avait cédé, que son orgueil avait été brisé au nom d'un amour plus grand, l'amour pour sa mère. Après la cérémonie, ils se rendirent directement à la banque pour libérer l'héritage. La somme était vraiment substantielle, suffisante pour couvrir le traitement de Madame Lucie et bien plus encore. Clara ressentit un soulagement momentané, une petite lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Mais la joie fut rapidement remplacée par l'amertume. Le prix de cette somme était sa liberté, sa dignité, et la réouverture de blessures qu'elle croyait guéries. Elle regarda Antoine, qui semblait également épuisé et tourmenté. « Maintenant, concentrons-nous sur ma mère, » dit-elle, la voix ferme, établissant la seule priorité. L'accroche émotionnelle était la concrétisation du sacrifice, l'union forcée qui leur permettait maintenant de lutter pour la vie de Madame Lucie, mais qui les emprisonnait aussi dans une toile de ressentiment et un passé non résolu. L'héritage enfin débloqué, Clara et Antoine purent commencer le traitement de Madame Lucie. La chirurgie fut programmée, et le médicament importé arriva après une longue et angoissante attente. Clara se consacra entièrement à sa mère, passant des heures à ses côtés à l'hôpital, lisant, conversant, offrant tout le soutien possible. La présence d'Antoine était constante, mais discrète. Il se montrait également préoccupé, rendant visite à Madame Lucie et discutant avec les médecins, toujours en maintenant une distance respectueuse avec Clara. La dynamique entre eux était étrange, une danse délicate de proximité forcée et d'éloignement émotionnel. Ils étaient mari et femme sur le papier, mais étrangers dans l'âme, unis seulement par la fragilité de Madame Lucie. À chaque amélioration de sa mère, Clara ressentait un soulagement, mais aussi un rappel amer du prix qu'elle payait. La récupération de Madame Lucie fut lente et exigea beaucoup de patience. Clara, qui s'était éloignée de son cabinet à Paris, commença à ressentir le poids de l'absence. Ses projets étaient à l'arrêt, son équipe, sans sa direction directe. La vie professionnelle qu'elle avait construite avec tant de soin était au second plan, et l'anxiété commençait à la ronger. Elle se sentait divisée entre la responsabilité envers sa mère et la nécessité de maintenir sa carrière, son indépendance. Antoine, percevant sa tension, proposa de l'aider avec certaines formalités administratives du cabinet, mais Clara refusa catégoriquement. Elle ne voulait pas qu'il ait accès à sa vie professionnelle, à sa forteresse. La méfiance était encore un mur infranchissable entre eux, et l'idée de mêler leur vie au-delà du nécessaire était impensable. Avec l'amélioration progressive de Madame Lucie,
la nécessité de maintenir la farce du mariage devint plus évidente. Les avocats du père d'Antoine commencèrent à faire des visites inattendues, cherchant des preuves que le mariage était réel et qu'ils vivaient comme un couple. Clara et Antoine furent contraints de vivre ensemble dans l'ancienne maison d'Antoine, dans la même ville de province où tout avait commencé. La maison, autrefois pleine de souvenirs d'un amour jeune et innocent, était maintenant une scène pour la mise en scène d'un mariage sans passion. Chaque objet, chaque pièce, était un déclencheur de souvenirs douloureux. Ils dormaient dans des chambres séparées, maintenaient des conversations minimales et évitaient tout contact physique. La tension dans l'air était palpable, et à chaque visite des avocats, la pression pour agir comme un couple heureux augmentait, rendant la situation encore plus insupportable. L'humiliation de devoir feindre l'amour pour des étrangers était atroce pour Clara. Elle se sentait une imposture, vivant un mensonge qui la consumait de l'intérieur. Lors d'une de ces visites, l'avocate, une femme perspicace au regard méfiant, posa des questions intimes sur la routine du couple, sur leurs projets futurs, sur leur réconciliation. Clara s'efforçait de garder son calme, répondant par des phrases courtes et évasives, tandis qu'Antoine tentait de compléter avec des détails qui sonnaient convaincants. À chaque mensonge prononcé, Clara sentait un morceau de son âme s'évanouir. Elle se voyait piégée dans une toile de tromperie, où sa dignité était constamment mise à l'épreuve. La douleur de devoir sourire et feindre le bonheur aux côtés de l'homme qui l'avait abandonnée était une torture quotidienne, une blessure qui refusait de cicatriser. En fin d'après-midi, après une visite particulièrement épuisante des avocats, Clara et Antoine étaient dans le salon, le silence lourd entre eux. Clara n'en put plus. « Jusqu'à quand devrons-nous vivre cette farce, Antoine ? Je n'en peux plus de faire semblant. Je n'en peux plus de vous regarder et de devoir sourire comme si rien ne s'était passé. » Sa voix était un murmure de désespoir, chargé d'années de rancœur. Antoine la regarda, la tristesse dans ses yeux. « Je sais, Clara. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais nous devons tenir encore un peu. Jusqu'à ce que Madame Lucie soit complètement rétablie et que l'héritage soit entièrement débloqué. C'est la seule façon. » Sa réponse, bien que compréhensible, n'allégea pas sa douleur. Clara se leva et alla à la fenêtre, observant la pluie fine qui commençait à tomber. « Vous ne comprenez pas, Antoine. Chaque jour qui passe, je me sens plus piégée, plus humiliée. J'ai l'impression de me trahir moi-même, tout ce que j'ai construit après que vous m'ayez quittée. » Elle se tourna vers lui, les yeux embués. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela a été pour moi de reconstruire ma vie, de ce que cela a été de surmonter la douleur de votre abandon. Et maintenant, je suis forcée de revivre tout cela, tous les jours, à vos côtés. » Sa confession était un cri de douleur, révélant la profondeur de la blessure qui existait encore. Antoine l'écoutait en silence, le visage pâle, les yeux fixés sur les siens, absorbant chaque mot, chaque accusation. Il n'essaya pas de se défendre, se contentant de la regarder avec une profonde tristesse, percevant l'étendue des dégâts qu'il avait causés. L'accroche émotionnelle était la difficulté croissante de maintenir la farce, l'épuisement émotionnel de Clara et l'inévitabilité d'une confrontation encore plus grande. La routine dans la maison d'Antoine devint un purgatoire silencieux pour Clara. Chaque jour était une bataille pour maintenir la façade, pour cacher la douleur et le ressentiment qui bouillonnaient sous sa peau. Elle se consacrait à Madame Lucie à l'hôpital pendant la journée, y trouvant un but et un soulagement temporaire de la farce. Mais en rentrant à la maison, l'atmosphère lourde et la présence d'Antoine l'étouffaient. Ils évitaient de se croiser, maintenant une distance physique et émotionnelle qui était presque un accord tacite. Les repas étaient solitaires, les pièces, vides de toute chaleur. Clara se sentait prisonnière de sa propre vie, vivant sous le même toit avec l'homme qui avait brisé son cœur, et maintenant, sa dignité. À chaque lever de soleil, le sentiment d'emprisonnement s'intensifiait, et l'espoir d'une fin à cette situation semblait de plus en plus lointain. La pression des avocats ne diminuait pas. Ils exigeaient plus de preuves, plus de photos, plus de détails de la vie de couple de Clara et Antoine. À une occasion, l'avocate suggéra qu'ils devraient faire un voyage ensemble, comme un couple de jeunes mariés, pour renforcer les liens. L'idée était absurde pour Clara, mais la menace de perdre l'héritage, et par conséquent le traitement de sa mère, la força à y réfléchir. Elle sentit un nœud dans la gorge, l'humiliation de devoir simuler une lune de miel avec l'homme qu'elle méprisait. Antoine,
percevant son désespoir, tenta de s'opposer au voyage, mais l'avocate fut irréductible. Ce sont les conditions du testament, madame. Nous avons besoin de preuves irréfutables d'un mariage authentique. Clara sentit le poids du chantage, l'impuissance face à une situation qui la forçait à dépasser ses limites. Le voyage forcé fut pour une petite auberge dans une ville touristique voisine, un endroit qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être romantique. Pour Clara, ce n'était qu'un décor de plus pour sa torture. Ils furent obligés de partager la même chambre, le même lit, sous le regard attentif des employés de l'auberge, qui semblaient curieux du couple, qui se parlait à peine. Clara sentait chaque fibre de son corps en alerte, chaque nerf à vif. Elle dormait habillée, tournée vers le mur, le plus loin possible d'Antoine, qui respectait sa distance, mais dont la présence était un rappel constant de sa situation. Chaque matin, elle se réveillait épuisée, non par le sommeil, mais par la tension continue, par la nécessité de rester sur ses gardes. L'intimité forcée, même si elle n'était que spatiale, était une violation de sa vie privée et de sa paix. Lors d'un des dîners à l'auberge, Antoine tenta d'engager une conversation plus personnelle, peut-être dans l'espoir de briser la glace. « Clara, je sais que vous me détestez, et je comprends. Mais je voulais que vous sachiez que je regrette profondément tout ce que j'ai fait. J'étais un garçon immature, effrayé par les responsabilités. Je ne suis plus cet homme. » Ces mots, bien que sincères, frappèrent Clara comme un coup de poing dans l'estomac. Elle le fixa, les yeux étincelants. « Regret ? Vous pensez qu'un « je suis désolé » efface des années de douleur, Antoine ? Efface l'humiliation d'avoir été abandonné sans un mot ? Efface ce que j'ai dû traverser pour reconstruire ma vie. Sa voix était basse, mais chargée d'une fureur contenue. Elle continua, la voix étranglée par l'émotion. Vous ne savez pas ce que c'est de devoir se regarder dans le miroir tous les jours et de voir la femme qui a été brisée, qui a dû s'endurcir pour survivre. Vous ne savez pas ce que c'est de devoir faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous êtes en morceaux. Et maintenant, vous me demandez de croire à votre repentir, alors que vous me forcez à vivre cette farce à vos côtés. Ces mots étaient un défoulement, une explosion de toute la douleur accumulée. Antoine l'écoutait en silence, le visage pâle, les yeux fixés sur les siens, absorbant chaque mot, chaque accusation. Il n'essaya pas de se défendre, se contentant de la regarder avec une profonde tristesse, percevant l'étendue des dégâts qu'il avait causés. Clara se leva brusquement de table, incapable de poursuivre la conversation. « Je n'en peux plus, Antoine. Je n'en peux plus de faire semblant. Je n'en peux plus de vous regarder sans ressentir la douleur de tout ce que vous m'avez fait. » Elle quitta le restaurant, le laissant seul, le poids de ses mots planant dans l'air. L'humiliation de devoir revivre ce passé, de devoir le confronter à la vérité de sa douleur, était épuisante. Elle se sentait à bout, au bord de l'effondrement. L'accroche émotionnelle était la fragilité de Clara, l'imminence qu'elle ne pourrait plus maintenir la farce très longtemps, et la nécessité d'un tournant qui pourrait soulager sa souffrance ou la mener à un point de rupture définitif. La fuite de Clara du restaurant de l'auberge fut un acte de désespoir. Elle courut sans but, les poumons brûlants, les larmes brouillant sa vision. Elle trouva refuge dans un petit belvédère au bord d'un lac, où le silence de la nuit n'était brisé que par le coassement des grenouilles et le bruissement des feuilles. Là, sous la faible lumière de la lune, elle se permit de s'effondrer. La douleur, la colère, l'humiliation, tout remonta à la surface dans un sanglot convulsif qui semblait laver son âme. Elle se sentait épuisée, vide, comme s'il ne restait plus rien en elle. La farce du mariage, la proximité forcée avec Antoine, la menace constante de perdre sa mère, tout était trop à supporter. Elle remettait en question ses choix, sa force, sa capacité à continuer. Le désespoir était un abîme, et elle sentait qu'elle était sur le point de tomber. Antoine la trouva des heures plus tard, assis à côté d'elle sur le banc du belvédère, sans dire un mot. Il resta juste là, en silence, sa présence un mélange de culpabilité et d'inquiétude. Clara ne le regarda pas, mais sentit le poids de son regard. Le silence entre eux était différent maintenant, non plus de colère, mais d'une compréhension tacite de la profondeur de sa souffrance. Il n'essaya pas de s'excuser à nouveau, ni de justifier ses actions. Il offrit simplement une bouteille d'eau et un mouchoir, des gestes simples qui, d'une certaine manière, brisèrent un peu la barrière. Clara prit l'eau,
but à petites gorgées, et essuya ses larmes, ressentant un soulagement minime, mais un soulagement tout de même. Ce moment de vulnérabilité partagée, même silencieux, était un point d'inflexion subtil. Le lendemain, le voyage de retour vers la ville de province fut également silencieux, mais avec une atmosphère différente. L'épuisement de Clara était visible, et Antoine semblait respecter son espace, sans tenter de forcer la moindre interaction. En arrivant à la maison, Clara se rendit directement dans la chambre de sa mère à l'hôpital, cherchant la seule source de paix qui lui restait. Madame Lucie allait visiblement mieux, plus forte, et son sourire était un baume pour l'âme blessée de Clara. « Ma fille, tu as l'air fatiguée. Tout va bien ?» demanda Madame Lucie, la voix encore faible, mais pleine de tendresse. Clara força un sourire, cachant la vérité à sa mère, la protégeant de la complexité de sa propre douleur. « Tout va bien, maman. Juste un peu de travail. » Pendant que Clara était à l'hôpital, Antoine reçut un appel inattendu. C'était un ancien ami d'université, qui travaillait maintenant dans une grande entreprise d'ingénierie à Paris. Il avait entendu parler du mariage d'Antoine et Clara et par curiosité, avait fait des recherches sur sa carrière. Impressionné par le portfolio de Clara, il appela Antoine, lui demandant si elle serait intéressée par un projet ambitieux de revitalisation urbaine dans la capitale. La proposition était irrésistible, un projet qui pourrait propulser encore plus la carrière de Clara et la placer sur un plan international. Antoine ressentit un mélange de joie et d'appréhension. Il savait à quel point Clara valorisait son indépendance professionnelle, et c'était une opportunité en or pour elle. Antoine attendit le retour de Clara de l'hôpital, la nouvelle brûlant dans sa gorge. Quand elle entra dans le salon, épuisée, il hésita un instant, mais décida qu'elle devait savoir. « Clara, j'ai une nouvelle. J'ai reçu un appel d'un ami. Il a un énorme projet à Paris, et ils vous veulent. C'est une opportunité incroyable, quelque chose qui peut changer votre carrière. » Il lui tendit une carte avec le contact et quelques détails du projet. Clara prit la carte, le regard méfiant. « Qu'est-ce que vous manigancez encore, Antoine ? Est-ce une autre de vos manipulations ?» La méfiance était automatique, une défense qu'elle avait construite au fil des ans. Antoine la fixa, la sincérité dans ses yeux. « Non, Clara. Ce n'est pas une manipulation. C'est une vraie opportunité pour vous. Je sais à quel point votre carrière est importante. Je voulais juste que vous le sachiez. » Il s'éloigna, la laissant avec la carte à la main, l'esprit en plein tourbillon. La nouvelle était inattendue, un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Un projet à Paris, sa ville, sa passion. La chance de reprendre sa vie professionnelle, de se reconnecter avec la femme forte et indépendante qu'elle était avant que tout ne s'effondre. La proposition était tentante, mais la méfiance envers Antoine était encore un obstacle. L'accroche émotionnelle était l'introduction d'une possible issue pour Clara, une chance de reprendre le contrôle de sa vie, mais qui venait de l'homme qu'elle ressentait tant, et qui la forçait à remettre en question ses propres défenses. La carte avec le contact de l'ami d'Antoine et les détails du projet à Paris brûlaient dans les mains de Clara. La nouvelle était une bouffée d'air frais au milieu de l'asphyxie émotionnelle qu'elle ressentait. L'idée de reprendre sa vie professionnelle, de se plonger dans un projet stimulant qui la reconnecterait à sa passion pour l'architecture, était trop tentante pour être ignorée. Cependant, la source de cette information, Antoine, était un rappel constant de la toile de mensonges et d'humiliation dans laquelle elle était piégée. La méfiance était un instinct enraciné, une défense qu'elle avait méticuleusement construite au fil des ans. Elle se demandait quelles étaient ses intentions, s'il y avait un piège derrière cette bonne action. L'esprit de Clara était dans un bras de fer entre l'espoir et le scepticisme. Malgré la méfiance, l'opportunité était trop belle pour être écartée. Clara décida d'enquêter par elle-même. Elle utilisa ses propres contacts à Paris, discrètement, pour vérifier la véracité du projet et la réputation de l'entreprise. À sa surprise, tout se confirma. Le projet était réel, ambitieux et l'entreprise, l'une des plus respectées sur le marché. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et de confusion. Antoine ne mentait pas. Il lui avait vraiment offert une chance authentique de relancer sa carrière. La constatation la désarma un peu, mais pas suffisamment pour faire tomber toutes ses barrières. Elle se demandait encore pourquoi il ferait cela, après tout.
La complexité de la situation la laissait encore plus perturbée. Avec la confirmation de l'opportunité, Clara sentit une étincelle de son ancienne force se rallumer. Elle fixa un rendez-vous avec les représentants de l'entreprise à Paris, décidée à explorer cette nouvelle porte. Le voyage vers la capitale fut un soulagement, une respiration de l'atmosphère étouffante de la maison d'Antoine. En posant le pied dans son bureau, en revoyant son équipe, elle ressentit une vague de familiarité et d'appartenance. C'était comme si elle rentrait chez elle, vers la partie d'elle-même qui avait été négligée. La réunion fut un succès. Son expérience et son portfolio impressionnèrent les cadres, et la proposition de diriger le projet de revitalisation urbaine fut formalisée. Clara ressentit un enthousiasme qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, un sentiment de but qui allait au-delà de la douleur personnelle. En retournant à la ville de province, Clara était différente. Il y avait un éclat renouvelé dans ses yeux, une posture plus droite, une détermination qui avait été obscurcie par la tristesse. Elle avait accepté le projet, et cela signifiait que sa vie professionnelle était de nouveau sur les rails. Cependant, la réalité de son mariage avec Antoine planait toujours sur elle. Elle savait qu'elle devrait trouver un moyen de concilier sa nouvelle vie à Paris avec la farce qu'elle devait encore maintenir à cause de sa mère. La situation était délicate, et elle savait qu'elle aurait besoin d'une stratégie pour gérer cette dualité sans compromettre sa dignité ou la guérison de Madame Lucie. Un après-midi, tandis que Madame Lucie dormait tranquillement à l'hôpital, Clara et Antoine étaient dans le salon de la maison, le silence rempli de tension. Clara décida qu'il était temps de le confronter à propos du projet. « J'ai accepté le projet à Paris, dit-elle, la voix ferme, sans détour. Antoine la regarda, une pointe de surprise et de satisfaction dans ses yeux. « C'est formidable, Clara. Je savais que vous y arriveriez. » Sa réponse, sans aucune trace d'envie ou de ressentiment, la désarma encore plus. Elle s'attendait à une réaction différente, peut-être un commentaire sur la façon dont elle le laissait seul, ou une tentative de contrôle. Mais il semblait sincèrement heureux pour elle. Clara le fixa, la voix plus douce que prévu. « Pourquoi avez-vous fait ça, Antoine ? Pourquoi m'avez-vous donné cette opportunité ? Après tout ce qui s'est passé, après tout ce que je vous ai dit. » La question était chargée d'une curiosité authentique, une recherche pour comprendre la complexité de cet homme qu'elle pensait si bien connaître. Antoine soupira, le regard lointain. « Parce que je sais à quel point votre carrière est importante pour vous, Clara. Et parce que, malgré tout, je tiens toujours à vous. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais vous donner une chance d'être heureuse à nouveau, d'être la Clara que j'ai connue, avant que je ne gâche tout. » Sa confession, chargée d'une sincérité douloureuse, toucha Clara à un endroit qu'elle pensait blindé. L'accroche émotionnelle était la révélation d'une facette différente d'Antoine, qui la forçait à réévaluer ses perceptions et la complexité de ses sentiments, ouvrant la voie à une possible, bien que douloureuse, réconciliation avec le passé. La confession d'Antoine, chargée d'un regret sincère et d'une préoccupation inattendue, résonna dans l'esprit de Clara pendant des jours. Elle se retrouva face à un dilemme encore plus grand. La colère et la rancœur, qui étaient auparavant des sentiments solides et inébranlables, commencèrent à se mêler à une pointe de confusion et même à une étrange compassion. Elle réalisa qu'Antoine avait aussi été une victime, un pion dans un jeu plus grand, bien que cela ne justifiât pas son abandon. La complexité de la situation la tourmentait. Elle se retrouva à remettre en question tout ce qu'elle croyait sur le passé, sur l'amour, sur la trahison. La certitude de sa douleur existait toujours, mais son origine semblait plus nébuleuse, plus multifacette. La barrière de glace autour de son cœur, autrefois impénétrable, présentait maintenant de petites fissures, permettant à de nouvelles émotions de s'infiltrer. Le projet à Paris commença à prendre forme, et Clara se plongea corps et âme dans le travail. Les réunions, les nouveaux défis, l'énergie de la capitale, tout cela était un baume pour son âme. Elle se sentait vivante à nouveau, connectée à la femme forte et compétente qu'elle était devenue. Cependant, la nécessité de retourner à la maison d'Antoine en province, pour maintenir la farce du mariage et prendre soin de sa mère, était un rappel constant de sa réalité divisée. Elle passait la semaine à Paris, se consacrant au travail, et les week-ends en province, agissant comme elle épouse d'Antoine et la fille dévouée. La dualité de sa vie était épuisante, mais le but de sauver sa mère et la passion pour son travail la maintenaient en mouvement.
La récupération de Madame Lucie progressait à grands pas. Les médecins étaient optimistes, et la chirurgie expérimentale avait été un succès. Elle était plus forte, plus lucide, et la joie de voir sa fille et son gendre ensemble était évidente dans ses yeux. Madame Lucie, dans son innocence, croyait que l'amour avait prévalu, que Clara et Antoine s'étaient retrouvés. Elle faisait des projets pour leur avenir, parlait de petits-enfants, de la vie qu'ils construiraient ensemble. Chaque modèle était un coup de poignard dans le cœur de Clara, qui se sentait encore plus coupable de la farce. La joie de sa mère était un lourd fardeau, un rappel constant du mensonge qu'elle vivait. L'humiliation de devoir soutenir cette illusion pour sa propre mère était presque insupportable. Un après-midi, alors que Clara et Antoine étaient dans le salon, discutant des détails de la sortie de Madame Lucie, l'avocate du père d'Antoine fit une visite inattendue. Elle apporta les documents finaux pour la libération totale de l'héritage, qui serait maintenant transféré sur un compte joint. « Félicitations au couple », dit-elle, avec un sourire forcé. « Toutes les conditions ont été remplies. Votre mariage est légalement reconnu, et l'héritage est entièrement débloqué. » Ces mots auraient dû apporter un soulagement, mais pour Clara, ils n'apportèrent qu'un nœud dans la gorge. Le contrat était rempli. La farce pouvait, enfin, prendre fin. Mais le sentiment de vide était accablant. L'avocate, avant de partir, fit un commentaire qui frappa Clara de plein fouet. « C'est dommage que le père d'Antoine ne soit pas là pour voir votre bonheur. Il a toujours voulu qu'Antoine épouse une femme comme vous, Clara. Il a toujours dit que vous étiez la seule à pouvoir le raisonner. » Les mots, prononcés avec une apparente innocence, révélèrent une couche plus profonde de l'histoire. Le père d'Antoine, un homme rigide et contrôleur, avait tout orchestré, peut-être même la clause du mariage, pour s'assurer que son fils se range avec la femme qu'il approuvait. Clara sentit un frisson. La farce était encore plus complexe qu'elle ne l'imaginait, et la manipulation s'étendait au-delà d'Antoine. Après le départ de l'avocate, le silence dans le salon était assourdissant. Clara regarda Antoine, les yeux embués, un mélange de colère et d'une nouvelle compréhension. « Alors, c'était ça ? Votre père m'a choisi pour vous ? J'étais juste une pièce dans son jeu, un moyen pour vous d'avoir accès à l'héritage. » Sa voix était un murmure, mais chargée d'une douleur renouvelée. Antoine la fixa, le visage pâle, la culpabilité évidente dans ses yeux. « Non, Clara. Ce n'était pas comme ça. Je vous aimais vraiment. Mon père voulait juste, il voulait juste que je sois heureux. Et il pensait que vous étiez la bonne personne pour ça. » Sa confession, bien que tardive, révéla la complexité de sa propre histoire, la pression qu'il avait également subie. L'accroche émotionnelle était la révélation d'une vérité plus profonde, qui, bien que douloureuse, commençait à démêler les raisons de l'abandon d'Antoine, préparant le terrain pour une confrontation finale où les vérités seraient exposées et les émotions, poussées à l'extrême. La vérité sur la manipulation du père d'Antoine, ajoutée à la confession de son repentir, déstabilisa Clara d'une manière inattendue. La colère, auparavant si claire et dirigée, se mêlait maintenant à une pointe de confusion et à une étrange empathie. Elle réalisa qu'Antoine avait aussi été une victime, un pion dans un jeu plus grand, même si cela ne justifiait pas son abandon. La complexité de la situation la tourmentait. Elle se retrouva à remettre en question tout ce qu'elle croyait sur le passé, sur l'amour, sur la trahison. La certitude de sa douleur existait toujours, mais son origine semblait plus nébuleuse, plus multifacette. La barrière de glace dans son cœur commença à fondre, non par pardon, mais par une compréhension plus profonde de la fragilité humaine. Madame Lucie sortit de l'hôpital, et la joie de la voir à la maison fut un baume pour Clara. Sa mère, encore fragile, mais avec un sourire renouvelé, était la preuve vivante que tout le sacrifice en valait la peine. Elle s'installa dans la maison d'Antoine, qui était maintenant aussi la maison de Clara, et la présence de Madame Lucie apporta une chaleur et une légèreté qui n'existaient plus depuis longtemps. La mère, dans son innocence, observait le couple avec tendresse, faisant des commentaires sur la belle famille qu'ils formaient, sur l'inspiration de leur amour. Chaque mot était un rappel de la farce, mais Clara ne ressentait plus la même amertume. Le bonheur de sa mère était sincère, et Clara se sentait incapable de le briser avec la vérité. La vie de Clara se divisa encore plus. Pendant la semaine, elle était à Paris, plongée dans son projet,
se reconnectant à son identité professionnelle. Les week-ends, elle retournait en province, à la maison d'Antoine, où elle agissait comme l'épouse dévouée et la fille aimante. À chaque retour, la tension entre elle et Antoine diminuait subtilement. Ils commencèrent à parler davantage, non pas du passé, mais du présent, de son projet, de la guérison de Madame Lucie. De petits gestes d'attention, des regards échangés, une complicité silencieuse commença à émerger, une connexion qui allait au-delà du contrat, au-delà de la douleur. Clara se surprit à remarquer à quel point Antoine avait mûri, à quel point il s'efforçait d'être un bon mari, pour elle et un bon gendre pour sa mère. Un dimanche après-midi, tandis que Madame Lucie faisait une sieste, Clara et Antoine étaient sur la véranda de la maison, observant le coucher de soleil. Le silence entre eux n'était plus lourd, mais confortable. Clara, ressentant un besoin de clarté, décida qu'il était temps d'une confrontation finale, non de colère, mais de vérité. Antoine, commença-t-elle, la voix douce, mais ferme. J'ai besoin que vous me racontiez tout. Depuis le début. Pourquoi m'avez-vous quitté? Pourquoi avez-vous disparu sans un mot? J'ai besoin de comprendre, vraiment, ce qui s'est passé. La question, chargée d'années de douleur et de curiosité, planait dans l'air. Antoine soupira, le regard lointain, comme s'il revivait le passé. J'étais un lâche, Clara. Un garçon effrayé. Mon père, il n'a jamais approuvé notre relation. Il voulait que j'épouse la fille d'un de ses associés, pour renforcer les affaires. Il m'a menacé, a dit qu'il couperait tout soutien, qu'il me déshériterait si je ne rompais pas avec vous. J'avais peur, Clara. Peur de tout perdre, de décevoir mon père. Et je n'ai pas eu le courage de vous dire la vérité. J'ai pensé qu'il serait plus facile de disparaître, que vous m'oublieriez. Sa confession était douloureuse, révélant la pression et la peur qu'il avait affrontées. Il continua, la voix étranglée. Je le regrette tous les jours, Clara. De vous avoir blessée, de vous avoir abandonnée. Je sais que rien ne justifie ce que j'ai fait, mais je voulais que vous sachiez que je ne vous ai jamais oublié. Je vous ai vraiment aimé, et je vous aime encore. Je n'ai juste pas su me battre pour vous, pour nous. Ces mots, chargés d'une vulnérabilité que Clara n'avait jamais vue, la touchèrent profondément. Elle sentit les larmes monter, non de colère, mais d'une profonde tristesse pour l'histoire qu'ils auraient pu avoir. L'humiliation de l'abandon, la douleur de la trahison, tout se mêlait à la compréhension de la fragilité d'Antoine. L'accroche émotionnelle était l'exposition complète de la vérité, la révélation des raisons de l'abandon, qui, bien qu'elle n'efface pas la douleur, ouvrait la voie à la compréhension et peut-être, à un nouveau type de réconciliation. La confession d'Antoine, chargée d'une vulnérabilité que Clara n'avait jamais vue, la désarma complètement. Les larmes coulaient sur son visage, non plus de colère, mais d'une profonde tristesse pour l'histoire qu'ils auraient pu avoir, et pour la douleur qu'ils avaient tous deux portée. Elle le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas le traître, mais le jeune homme effrayé qui avait été manipulé par un père contrôleur. La compréhension n'effaçait pas la douleur, mais la transformait, lui donnant un nouveau contour. Le silence qui suivit n'était pas de rancœur, mais d'une acceptation douloureuse de la complexité de la vie et des choix que, parfois, nous sommes contraints de faire. Clara sentit un poids se lever de ses épaules, une partie de ce fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. Les jours suivants furent d'un calme étrange. La vérité, enfin exposée, planait dans l'air, mais d'une manière qui leur permettait de respirer. Clara continua son travail à Paris, mais maintenant, à chaque retour en province, la maison d'Antoine ne semblait plus une scène de farce, mais un endroit où une nouvelle dynamique se formait. Ils parlaient ouvertement, partageaient leurs préoccupations et leurs petits triomphes. La présence de Madame Lucie, rétablie et radieuse, était un rappel constant du miracle qu'ils avaient accompli ensemble. Elle, dans sa sagesse silencieuse, semblait percevoir le changement dans l'air, la façon dont Clara et Antoine se regardaient, avec un mélange de respect, de tristesse et une pointe de quelque chose de nouveau, encore non nommé. Par un après-midi ensoleillé, tandis que Madame Lucie était dans son jardin, Clara et Antoine étaient dans le salon, les documents de l'héritage sur la table. Le contrat était rempli, l'héritage débloqué, la mère de Clara, sauvée. C'était le moment pour Clara de remplir sa part de l'accord, le divorce. Elle prit les papiers, le cœur serré, un mélange de soulagement et d'une étrange mélancolie. Antoine,
commença-t-elle, la voix étranglée. Le contrat est rempli. Ma mère va bien. Je vais déposer les papiers du divorce. Les mots sortirent avec difficulté, et elle évita son regard, craignant ce qu'elle verrait ou ce qu'elle ressentirait. Antoine la regarda, la tristesse dans ses yeux était palpable. Je sais, Clara. Je comprends. Vous avez tout le droit de suivre votre vie, d'être heureuse. Je voulais juste que vous sachiez que je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour Madame Lucie. Et que je vous aime encore. Sa confession, prononcée avec une sincérité qui coupait l'air, frappa Clara de plein fouet. Elle leva les yeux, et vit la douleur authentique sur son visage, la même douleur qu'elle avait ressentie pendant tant d'années. À ce moment-là, l'humiliation du passé, la colère, tout sembla diminuer devant sa vulnérabilité. Elle réalisa que, malgré tout, il avait changé, avait mûri, et que l'amour qu'il ressentait était réel, bien que tardif. Clara sentit un nœud dans la gorge. L'image du passé, de la jeune fille abandonnée et humiliée, commença à s'estomper, remplacée par la femme forte et réussie qu'elle était devenue. Elle avait surmonté la douleur, reconstruit sa vie, et maintenant, elle était devant l'homme qui l'avait brisée, mais qui avait aussi été l'instrument pour sauver sa mère. Elle se souvint de toutes les fois où il l'avait soutenue silencieusement, de la façon dont il s'était efforcé d'être un bon mari, pour elle et un bon gendre, pour sa mère. La vengeance émotionnelle qu'elle désirait tant, l'inversion de l'humiliation, ne viendrait pas d'une confrontation colérique, mais de sa propre force, de sa capacité à pardonner, non pas à lui, mais à elle-même, pour avoir porté tant de rancœur. Elle reposa les papiers du divorce sur la table, sans les signer. Elle regarda Antoine, un sourire triste et plein d'espoir apparaissant sur ses lèvres. Antoine, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La douleur du passé est toujours là, et elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais je vois que vous avez changé. Et je ne veux plus vivre avec la colère. Je veux être heureuse. Elle lui tendit la main, un geste de trêve, d'une nouvelle possibilité. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Pas ce que nous avons perdu, mais quelque chose de différent, de plus mature, de plus vrai. Antoine prit sa main, les yeux embués, un filet d'espoir apparaissant dans son regard. Cette poignée de main n'était pas un saut d'amour romantique, mais d'un nouveau départ, d'une chance pour eux deux de guérir, et peut-être, de réécrire leur histoire. La vie nous apprend que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever, de se reconstruire, et parfois, de trouver la rédemption dans des endroits inattendus. Le pardon, souvent, n'est pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes, nous libérant des chaînes du passé pour embrasser un avenir de dignité et d'amour véritable.